Un couple a choisi il y a plusieurs années de quitter la ville pour une vie hors réseau. C'est à 1200 mètres d'altitude, au cœur des montagnes du sud-est de la France, qu'ils ont choisi de s'installer. Maison écologique et toit végétalisé, panneaux solaires, eau de source naturelle et cadre de vie incroyable. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans leur quotidien, celui d'une vie connectée à la nature et à la biodiversité. J'ai été bluffé par leurs connaissances et leurs initiatives, alors un grand merci à eux de m'avoir accueilli pour que je puisse vous en parler ici, sur internet. Merci à tous de suivre mes vidéos et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Merci à tous et sans plus tarder, découvrons ensemble ce couple très inspirant. Allez, c'est parti! Salut, donc moi c'est Julien. Et moi c'est Léonie. On est sur cette ferme depuis 5 ans. Bienvenue à la ferme de Casteltournou. Donc on est dans les montagnes de Tende à 1200 mètres d'altitude sur un site complètement isolé mais magnifique. Et donc ici on produit des plantes médicinales et on fait aussi pas mal de légumes mais pour notre consommation propre. On est bien sûr plus que bio, on est permaculture, on cultive sur sol vivant. C'est très important pour nous. On est dans un écrin de biodiversité qui est assez rare. On essaie de préserver tout ça. C'est très important pour nous. En termes d'autonomie de légumes, on est quasiment à 100% en fait maintenant. On n'achète plus de légumes. Sachant que on cultive des légumes, mais aussi on ramasse énormément de plantes sauvages comestibles. Là, c'est la saison des plantes sauvages comestibles. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon petit panier, parce qu'on va se balader et puis on va ramasser à manger aussi en route. Donc on mange aussi beaucoup ce qui pousse naturellement. Tu m'as dit au début quand je suis arrivé que tu avais d'abord eu une vie citadine. Tu as vécu à Paris, tu as travaillé à Sophia Antipolis sur la Côte d'Azur, donc vraiment un endroit en termes de ville et de citadinerie, on est au max. Pourquoi ce changement de vie? Comment ça s'est passé? En fait, je suis revenu à mes premières amours. Moi, j'ai grandi dans la montagne, en Savoie. Quand j'étais petit, je crapahutais en forêt. C'est mon environnement. J'ai toujours été quelqu'un de la montagne. Après, les chemins de vie, les choix des parents, etc. ont fait que j'ai fini en région parisienne, faire mes études, tout ça. J'ai suivi un peu un chemin comme beaucoup de gens qui se demandent à un moment pourquoi. J'ai commencé à étudier les plantes médicinales. J'ai fait l'école lyonnaise des plantes médicinales et j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre cette ferme. Tout s'est enchaîné pour le mieux. Merci, on va faire un tour peut-être avec toi Julien. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, donc cette maison elle a été construite par les précédents propriétaires il y a déjà plus de 10 ans. Donc les murs sont en paille avec un enduit chaud et un toit végétalisé. Donc l'intérêt du toit végétalisé et des murs en paille, c'est une super isolation. Ça garde la fraîcheur en été et ça garde la chaleur en hiver. Très très intéressant et c'est aussi respirant. Enfin, je sais pas comment dire, mais on n'étouffe pas quoi dans cette maison. C'est vraiment très agréable. Et oui, bien sûr, la charpente aussi, ils l'ont construite à l'époque avec des pins qu'ils ont coupés dans la forêt derrière. Donc on est vraiment dans une maison totalement écologique et biodégradable. Voilà, on chauffe poêle à bois. On a la chance d'être entouré de forêt et d'être dans un environnement complètement naturel. Donc il y a beaucoup d'arbres aussi qui tombent avec la neige, etc. Donc c'est un gros travail plutôt en automne, mais aussi un peu toute l'année. On va aller voir un petit peu l'intérieur de la maison ensemble. C'est parti. Voilà, donc c'est petit, mais c'est parfait pour 2 personnes. Il y a tout ce qu'il faut. On a la petite cuisine, la salle à manger, notre petit salon ici avec le poêle à bois. Génial, c'est tout en bois. Alors je vois que tout est fait en bois. Ouais. Alors ici, dans tous les bâtiments qu'on construit, c'est vraiment le bois, la matière première, parce qu'on en a à disposition ici. Et aussi, on a une scierie associative à la Brigue. Voilà, on travaille bien ensemble. Nous, on aime bien quand même le bois. Je trouve que ça se fond bien dans notre environnement. C'est naturel. Ah ouais, c'est clair, c'est magnifique. Les murs, ils sont vachement épais en fait, les enduits. Ouais, les enduits sont très épais, ouais. Ce qui rajoute au côté isolant de la maison. Ouais, tu m'as dit que du coup vous étiez autonome à la fois en eau, c'est-à-dire que vous récupérez l'eau du torrent qu'on entend. On est à 1200 mètres d'altitude en montagne et aussi en électricité, du coup, grâce aux panneaux solaires. Alors déjà pour l'autonomie énergétique, on a des panneaux solaires là-haut. En fait, il y a une pièce, une chambre froide dans la maison là qu'on n'a pas visitée, mais dans laquelle on stocke de la nourriture et également on a nos bâtiments
batterie, voilà, tout simplement. On a besoin de très peu d'électricité parce qu'on cuisine au gaz, on chauffe au bois. Donc l'électricité c'est pour charger les batteries, c'est pour la lumière évidemment. Donc on a machine à laver, frigo qui sont en basse consommation énergétique et du coup ça tourne sans problème avec les panneaux solaires. Bon, évidemment on fait pas de machine à laver quand il y a 3 jours de grisaille, mais on est dans les Alpes-Maritimes donc on n'a pas trop de problème de manque de soleil. Et après on parlait de l'eau, effectivement on capte l'eau dans notre rivière et donc après elle est filtrée et voilà, donc c'est l'eau de notre consommation et aussi l'eau qui arrose nos plantes dans la ferme. Ça arrive ici, voilà, et donc on a ce filtre là qu'il faut que je nettoie d'ailleurs. Et ça, ça filtre les bactéries quoi. Voilà, donc après pour le laver on va passer à l'eau comme ça. Voilà, donc on a 2 arrivées comme ça dans la ferme. Tu vois, cette pression, c'est que la gravité. Je me rends pas compte combien de watts vous produisez en électricité là actuellement. Les panneaux en crête, ils font 1000 watts. Voilà, mais donc nous, ça nous permet de monter en consommation. Par exemple, une machine à laver, quand elle chauffe l'eau, ça monte à 1500 watts dans ces eaux-là. Donc pendant une demi-heure, voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand il y a du soleil, ça tient largement. Donc voilà, ça c'est typiquement comment on travaille ici. Sol vivant, couvrir nos sols. Donc c'est aussi parmi les grosses charges de travail, c'est amener les matériaux. Donc là c'est butte de foin, de broyat. Sachant que nous on veut être complètement autonome en apport. Donc on n'amène pas de fumier, de trucs d'eau de ferme. Alors ça met plus de temps à régénérer les sols. Mais au bout de 5 ans on commence vraiment à voir une différence. Tu vas voir, la ferme est très grande et je passe 3 mois à tout débroussailler, tout ramasser et tout mettre sur les planches. Ensuite on fait aussi beaucoup de broyat, donc les branches avec les feuilles et puis les feuilles mortes qu'on ramasse à l'automne. Voilà, c'est vraiment les trois principaux qu'on met sur nos planches. Voilà, ici on a des kiwis. Bon, ils sont assez jeunes, donc c'est pas encore, on va pas encore avoir de fruits cette année, mais... Ah, ils sont déjà beaux, hein. Ils sont en train de prendre... Là, ils vont venir couvrir vraiment, ils vont venir couvrir. Ouais, l'idée c'est vraiment qu'ils fassent trop tout bien. J'espère qu'ils vont bien pousser cette année. Ouais, c'est super beau quand c'est jeune, là, comme ça. Alors ici, on est sur d'autres buts de culture. Alors, qu'est-ce que vous avez planté et à quoi elles vous servent? Alors voilà, là c'est un peu la même idée, hein, comme celle qu'on a vue en bas. Donc 2 rangées d'oignons. Et sinon, la culture principale, c'est les fraisiers. Elles commencent à fleurir, joli, là. On va faire notre première collecte dans 2 semaines, je pense. Ok, génial. On fait pas de compost. On a un seau où on met toute notre matière organique et on le vide directement. Ça, c'était notre seau à compost d'il y a quelques mois. On met directement la matière là où elle est censée être et comme ça nourrit le sol directement. Ça nous évite une étape et voilà. Et comme Julien a une gigantesque connaissance des plantes sauvages comestibles, ils en ramassent beaucoup et cela constitue une grande partie de leur alimentation au quotidien. Je voulais juste te montrer, parce qu'on est quand même avant tout une ferme de plantes médicinales et donc on va voir des cultures mais aussi on fait aussi des cueillettes sauvages et on a de la chance de faire quasiment toutes nos cueillettes sauvages sur la ferme tellement on a de plantes médicinales qui poussent naturellement. Par exemple on a cette fleur là jaune que tu vois un peu partout, donc ça c'est le lotier corniculé et le lotier c'est une plante pour aider au sommeil, pour apaiser, voilà, pour les gens qui ont un peu des anxiétés etc. Voilà, ça c'est typiquement une plante qu'on ramasse. Nous, on la transforme sous forme de teinture mère. Les teintures mères, c'est un extrait de plantes dans de l'alcool en fait. Donc on ramasse les plantes fraîches, on les hache et on les plonge dans l'alcool. Voilà, pour avoir vraiment un extrait très concentré. Et ensuite, au bout de 3 semaines, on filtre. Et voilà, et les teintures mères, ça se prend sous forme de gouttes. Et donc il y a vraiment une bonne quarantaine de plantes médicinales sauvages qu'on va ramasser sur la ferme. Cette ferme, elle fait combien d'hectares de surface en fait, si on prend tout? Je pense que la zone cultivée, c'est autour de 4 hectares. Mais voilà, comme c'est des restants, voilà, c'est des petites zones, mais beaucoup de petites zones. Voilà, puis il y a aussi les belles fleurs là actuellement, c'est le plantain, hein, qui est une plante très commune. Le plantain, ouais, exactement. C'est une plante qui est comestible. Le plantain, c'est aussi une grande plante médicinale, voilà, qui est aussi antiseptique. C'est un pansement naturel. Si tu te fais un petit bobo, que tu es en rando en montagne, tu te prends une feuille de plantain comme ça, tu l'écrases en boule, tu la mâchonnes un peu pour faire sortir le sucre. C'est désinfectant et cicatrisant. Allez, tu me fais découvrir les serres alors, des serres de production, c'est ça? Donc là, c'est la production de légumes pour vous, votre autonomie, c'est ça? Exactement, ouais, c'est les légumes pour la consommation perso. Ici, on a planté les tomates. Donc les deux rangs du milieu, c'est les tomates. Et là, sur la droite, on a des poivrons et des piments. Ouais, c'est tout petit, hein, on vient de les mettre.
C'est la saison de la plantation et puis tout va gentiment pousser maintenant. Ok, donc vous cultivez quoi? Poivrons, aubergines, tomates, courgettes, courges, tous les légumes un petit peu potagers qu'on connaît? Ouais, haricots aussi, on a des panais, des carottes, des radis. Et pour faire croître tous ces beaux légumes, il faut d'abord les semer. Et c'est dans cette mini-serre aménagée que le couple réalise tous les semis de l'année. Eh ben en fait, cette structure, c'était avant une écurie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus un petit bâtiment de stockage, on va dire, de différents matériels. Et on y a adjoint, ça on l'a récupéré cette année pour une petite serre à semis. Ici, on a des boutures de cassis. Et ici, c'est des boutures d'hélicryse, l'immortel. Parce que c'est des cultures qu'on a, mais voilà, c'est pour les renouveler. Et on a aussi des boutures de thym. Et donc les semis, on a à la fois plein de plantes médicinales et des plantes potagères. Dans quoi est-ce que vous faites vos semis? Est-ce que vous êtes autonome à ce niveau-là aussi? Est-ce que vous récoltez vos propres graines aussi? Bonne question. Donc, alors déjà le terreau, effectivement, c'est un projet à terme, mais pour l'instant on n'est pas autonome, on fait pas notre terreau. Et ensuite, on commence à faire un peu de graines, ouais. Bah là, dans les tomates qu'on plante, il y a nos tomates. Ouais, c'est pas grand, hein, mais. Alors en potagère, là, on a des tomates, on a de la roche, ça c'est des courges, on a plein de haricots là. Et sinon en médicinal, donc là j'ai de l'armoise annuelle que je vais bientôt pouvoir mettre en terre. Il y a de la valériane, il y a de l'hélicryse aussi, donc on en a fait en bouture, mais on en fait aussi des semis pour essayer. Là j'ai deux types de camomille aussi en bas, là, la matricaire et la partenelle, la grande camomille. C'est des plantes qu'on va mettre en terre là dans le mois, je pense, avec les jours qui se réchauffent. Alors là, il y a aussi un toit végétal, comme sur votre maison. L'isolation et l'esthétique. Après, ça reste des beaux bâtiments, hein, c'est tout en bois, c'est chouette. On aime bien comme ça. Okay. Voilà, donc sur les deux restants, celle-là et celle du dessus, on a des rosiers. Donc quand je t'ai dit qu'on n'amenait rien de l'extérieur, j'ai menti parce que cette année, on a craqué sur la laine de brebis. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, cette laine n'est pas valorisée. Du coup, ils en font rien. Alors nous, on l'a récupérée pour faire voilà, juste pour les chemins. Qu'est-ce que ça va apporter en plus que de pailler par exemple de la paille ou avec du foin? Est-ce que vous avez vu une vraie différence en fait? Non, en fait, c'est pas tant une différence, c'est juste qu'on a besoin de tellement de matière pour pailler que là, on avait l'opportunité de récupérer de la laine. Du coup, on a mis ça, mais c'est à peu près la même chose que mettre du BRF par exemple. Ça va aussi se décomposer, ça va aussi nourrir le sol. Entre les rosiers, c'était trop la jungle, c'était vraiment trop d'adventices qui poussaient partout. Du coup, pour maintenir un peu tout ça, voilà, on a mis de la laine. Dans quelques jours, là, je pense qu'on va ramasser les premières. Bientôt. Intéressons-nous maintenant à l'autre partie de leur ferme, entre douche solaire, toilettes sèches et plantes aromatiques. Donc pareil, c'est des pins qu'on a coupés sur la campagne pour faire la charpente. Et tout le reste du bois, c'est en mélèze. Voilà, c'est toilettes sèches. Vous connaissez les toilettes sèches maintenant. Donc on a le bac pour la sciure ou les feuilles ou tout ce qu'on... Alors là, vous mettez de la sciure, vous? Voilà, on fait nos petites affaires. Et une poignée de sciure et c'est bon. Et après, on a un tas derrière pour le composter. Okay. Et donc ici après on a deux douches. Alors on appelle ça des douches solaires, mais nous c'est vraiment le niveau très très basique du solaire. C'est juste le tuyau noir là qui amène l'eau. En fait il s'enroule sur le toit, donc il y a une bonne masse de tuyaux. Ah, oui. Et c'est quand il y a du soleil, ça chauffe le tuyau. Et voilà. Est-ce qu'à long terme vous avez pensé à faire un système on va dire plus performant? C'est-à-dire vraiment avec, voilà, on connaît cette espèce de plaque de verre là avec le tuyau qui est en dessous, du coup ça se chauffe doublement. Ouais, vous avez pensé? Ça fait partie des choses auxquelles on pense et il y a une pile comme ça de choses auxquelles on pense. Donc après on fait des choix. Ouais, c'est vrai que nous, pour notre confort personnel, ça nous va très bien. Alors des fois ça pique un peu, mais une douche froide c'est bien aussi pour la santé. En hiver on se douche à l'intérieur, on chauffe de l'eau sur notre poêle en fait. On n'a pas de problème de confort qui nous a demandé nécessité d'aller plus loin dans ce système-là. Donc cette année on s'est douché dehors à midi. Quand tu as une belle journée ensoleillée, même si c'est l'hiver, tu arrives à avoir une eau à 20 degrés et c'est bien cool. Et ça fait plaisir de se doucher dans ce cadre. On a des fleurs un peu rigolotes comme la parisette. Alors, je ne sais pas si elle a quelque chose à voir avec Paris ou pas. En tout cas, elle est très toxique, donc il faut juste la regarder. Donc à nouveau ici, une planche couverte de paille. Donc ici, c'est une planche où on a de la camomille romaine. Donc tout ça, c'est des camomilles. Ouf,
passe très très fort. Donc ça, vous le distillez, c'est ça? Exactement, ça on fait de l'eau de camomille, voilà comme on fait l'eau de rose, l'eau de bleuet, etc. Donc c'est une super eau du soin de la peau, pour les soins des yeux aussi. Bon, on en a quelques-unes, mais elles se plaisent qu'à moitié parce que le climat est quand même un peu froid. Donc on va rajouter une autre sorte de camomille qu'on a vue tout à l'heure dans la petite serre, à savoir la camomille matricaire. Tout ça là, c'est nos arbres fruitiers. Donc ils ont entre 2 et 3 ans. Voilà, donc tous les petits tipis là. Quelles espèces de fruitiers est-ce que tu as planté? Quelles espèces est-ce que vous cultivez? Pourquoi vous avez choisi de cultiver ces espèces-là? Est-ce que vous produisez déjà des fruits sur la ferme? Les seuls fruits qu'on produit, c'est les cassis. Après, sur les arbres, les grands arbres fruitiers, ils sont trop jeunes. On a quand même des vieux pommiers, des vieux poiriers qui donnent un petit peu. On a mis un peu de tout. On a mis des pommes, des poires, des cerises, des coings. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de faire de l'agroforesterie, même à long terme, c'est-à-dire de cultiver entre les arbres? Je vois qu'il y a déjà du coup du seigle qui pousse au milieu des arbres, et voilà, à long terme des légumes peut-être? C'est tout à fait prévu et on va même commencer cette année. Tu as vu les boutures de cassis qu'on a fait au printemps. L'idée c'est de commencer à en mettre entre nos arbres fruitiers. Donc oui, on va faire des baies entre les arbres fruitiers et puis à terme on verra aussi ce qu'on fait de ces planches-là, sachant que comme tu as vu exactement, on a mis du seigle ici et là. Une belle autonomie en fruits qui se prépare. Ouais, bah carrément. Voilà, donc ça c'est nos menthes poivrées ici, tu vois, qui commencent à sortir sérieusement. Donc la menthe poivrée, c'est une plante qu'on ramasse 2 fois par an. Une première fois début juillet et une autre en octobre. Voilà, et du coup on fait une huile essentielle avec. Et l'huile essentielle de menthe poivrée, ça fait partie de ces couteaux suisses qui sont vraiment très sympas à avoir sur soi. C'est bon aussi pour le foie, pour tout type de douleur, parce que ça fait cet effet froid là. Okay. Du coup, si tu as mal quelque part, tu te mets un peu de menthe poivrée, ça soulage vachement. Donc, du coup, vous avez des ruches aussi? Voilà, on a des ruches. Alors là, malheureusement, on a perdu beaucoup d'essaims qui ont un peu fatigué au fil des ans. Et donc, on vient de récupérer un nouvel essaim. Donc là, on a une ruche, on en aura 2-3 cette année. Et donc, c'est important pour nous parce que déjà, les abeilles, c'est cool d'avoir dans une ferme. Nous, en tant que ferme de plantes médicinales, on transforme aussi la propolis. Et la cire qu'on utilise, c'est exclusivement la cire de nos abeilles. Voilà, et puis bien sûr, le miel, hein, évidemment. Mais combien de ruches tu as du coup? Et combien de kilos de miel vous arrivez à récolter sur une bonne année, une bonne saison? Alors une bonne année, c'est à peu près 25 kilos par ruche. Wow. Donc c'est vrai que quand c'est pour une conso perso ou pour faire nos sirops, c'est largement suffisant. Donc 2-3 ruches, mine de rien, c'est pas mal déjà, 70 kilos de miel. Et le miel, il est trop bon, je peux te dire. Et sur leur grande ferme de 4 hectares, ils ont encore plein de cultures de plantes aromatiques, médicinales et légumières. Mais j'avais envie qu'on s'intéresse de plus près à la façon dont ils conservent leurs aliments, mais aussi à la façon dont ils auto-fabriquent certains de leurs aliments. Donc on a notre levain, voilà, donc c'est du levain classique, hein, okay. qu'on entretient régulièrement. Et en fait, à chaque fois qu'on fait du pain, on rajoute de la farine. Sinon, petit conseil pour ceux qui ont des levains un peu fatigués, il paraît que le miel, ça marche pas mal. On utilise juste de la farine bio, farine de blé, farine de seigle. Donc on fait des grosses fournées. Là, il y en a 3 comme ça, il y en a encore un gros dans le four. Comme ça nous tient 2 semaines et voilà, on fait ça à peu près toutes les 2 semaines. Quelles sont les étapes un petit peu de fabrication que vous suivez pour faire votre propre pain? Et surtout, est-ce que c'est pas un peu le but à long terme aussi d'avoir vos propres céréales pour faire vous-même vos céréales, votre farine et votre pain? Non, c'est vrai qu'en autonomie alimentaire, la question du grain est quand même pertinente. Comme tu as vu, on a planté du seigle, on a semé du seigle l'année dernière. Donc on va voir si ça monte en grains et que les grains ne seront pas trop attaqués par les animaux sauvages. On va peut-être essayer de faire notre première farine, ce qui serait intéressant. Pourquoi pas à terme, pourquoi pas. Après le pain, on mélange de l'eau, de la farine, du sel et donc du levain. Toutes les demi-heures, on replie le levain comme ça, on fait ça pendant 2-3 heures. On laisse reposer, on laisse monter en fait souvent 24 heures. Au bout de 24 heures, on met dans des pots, dans des plats individuels et on enfourne. Okay. Il est très bon, on est très content. Félicitations pour cette belle autonomie alimentaire et bravo pour votre projet et votre lieu magnifique. Merci. Trop cool. Et il faut revenir à des petites fermes, à de la polyculture, des petites surfaces et plein de petites surfaces, des paysans et des paysans nombreux. Si vous avez un doute, si ça vous chatouille un peu, vous avez envie de retourner à la terre, faites-le et allez-y. Voilà, c'est vachement satisfaisant de planter ses légumes et de travailler à maintenir un peu un écosystème viable parce que ça part vraiment en sucette là. Donc nous on est une ferme de plantes médicinales, ferme de Casteltournou, donc sur la commune de Tende. Les plantes
plantes médicinales, c'est un gros business. Vous allez en parapharmacie, vous avez des rayons et des rayons de tous les labos qui font des plantes médicinales sous forme de gélules, de machin, de trucs. Ça génère énormément de pognon et les gens sont très peu informés sur ce que c'est vraiment qu'ils trouvent dans leur gélule. Il y a un gros problème de qualité. Et il y a un gros problème d'origine des plantes. Achetez des plantes chez votre petit producteur local. C'est exactement comme les légumes. Il y a plein de paysans herboristes en France et c'est très très bien. Il y a des écoles sérieuses à la fois pour former le côté paysan et pour former le côté herboriste. Donc il y a toute une nouvelle génération dont je fais partie de gens qui se lancent là-dedans et qui font des produits de qualité dans des petites surfaces que vous pouvez visiter, donc vous avez une traçabilité, vous voyez comment c'est fait, etc. Et là, vous avez des plantes médicinales de qualité. C'était juste incroyable, j'ai appris plein de choses sur la vie hors réseau, l'autonomie encore une fois, et la vie à la campagne, cette vie rurale tellement importante. Merci à Julien et Léonie de la ferme de Casteltourneau de m'avoir ouvert leurs portes. Leur site web est bien évidemment en description de la vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles visites et de nouvelles vidéos. Au revoir.